je rebondis pour donner la parole à Pascal Chambert sur un des derniers points que tu as souligné, c'était la première valeur, me semble-t-il, que tu soulignais, sur la notion de préservation de la vulnérabilité et notamment de ces vies fragiles qui peut être la vie considérée des personnes âgées, notamment parce qu'elles ont des troubles cognitifs ou des incapacités. Ça me fait me ressouvenir, et je pense que Pascal il sera sensible aussi, qu'en grec il y a deux mots pour désigner la vie. Il y a zoé, qui est le simple fait de vivre, c'est la vie qui est commune à tous les vivants. Puis il y a bios, à quoi tu faisais allusion, Benjamin, c'est la façon de vivre, y compris la façon de vivre démocratique, mais notre vie, et cette vie qui est d'abord une vie sociale et une vie politique. Donc la question qu'on a envie de poser immédiatement à Pascal Chambert, c'est comment organise-t-on cette protection d'une vie fragile? Est-ce que cette vie fragile, en la confinant, on ne risque pas précisément de la fragiliser plus encore? Pascal, c'est à toi. Eh bien, merci. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions, aux questions que vous avez posées dans votre cette première intervention. Peut-être deux mots de présentation. L'ADEPA, c'est l'Association des directeurs au service des personnes âgées. C'est 2000 directeurs d'établissements, de services à domicile, de coordination dans le secteur public, associatif et commercial. Et personnellement, je dirige des établissements et des services à domicile publics et associatifs. Alors, la question était, doit-on tout accepter au nom de la sécurité? Bien évidemment, la réponse est non. Et au fond, la vraie question sous-jacente derrière celle-là, c'est que doit-on accepter au nom de la sécurité? Peut-être un tout petit préambule, puisque vous l'avez évoqué dans votre précédente intervention. La crise du Covid, c'est quand même une crise dans laquelle on a mis la vie au-dessus de tout. Et notamment dans laquelle on a mis la vie au-dessus de l'économique. Personnellement, je suis économiste de formation, donc je ne pense que du bien de l'économie, mais je ne pense pas bien de cette logique dans les pays occidentaux où pendant les 30 ou 40 dernières années, on a mis l'économique au-dessus de tout. Donc, que cette bestiole nous ait obligés, invités à reposer la problématique de la relation entre la vie et l'économie, c'est quand même extrêmement intéressant. Mais bien entendu, il doit s'agir de la vie et pas de la survie. Donc au fond, qu'est-ce qu'on doit accepter au nom de la sécurité? La réponse, c'est forcément un équilibre. Et mener cette question, c'est forcément mener une démarche éthique. Alors, nous l'avions dit à l'ADEPA dès le début de la crise, il fallait trouver un équilibre entre sécurité et liberté et un équilibre entre sécurité psychique et sécurité physique. Et très rapidement, en voyant comment s'engageaient au mois de février-mars les choses, nous avions demandé au cabinet d'Olivier Véran et à la directrice de la cohésion sociale de saisir le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, parce qu'on voyait bien qu'on partait dans des démarches hyper sécuritaires. Et l'avis du CCNE a été rendu en urgence en disant beaucoup de choses intéressantes. J'invite tous ceux qui ne l'ont pas lu à s'y référer, mais en disant en gros, les atteintes aux libertés, elles sont possibles pour protéger la sécurité, mais elles doivent être proportionnées, individualisées et temporalisées. Ça donnait déjà un guide, et d'ailleurs, dans les dernières préconisations qui ont été rendues au mois d'août, le ministère s'inspire largement de cet avis du CCNE, et c'est un réel progrès. Alors, ce que je pense, c'est que la crise est un moment où le passé présente sa note, et cette crise et les questions qu'elle pose, elles ne peuvent pas s'appréhender si on ne revient pas sur ce qu'est le passé. Et le premier élément de description du passé, et malheureusement encore du présent, dans notre société, c'est l'agisme. Il faut fondamentalement partir de cette logique de l'agisme, parce que pour répondre aux questions qui ont été évoquées, on ne peut le faire que si on a en tête la question de l'agisme. Alors, dans notre société, l'agisme, c'est la discrimination par l'âge. Notre société est tellement imprégnée d'agisme que le normal, c'est d'être agiste, et la normale, l'étonnant,
c'est de dire que l'on doit lutter contre l'agisme. Par exemple, pouvoir oser dire qu'on peut être vieux et mieux est quelque chose qui est une sorte de provocation dans la société, tellement elle est convaincue qu'on ne peut qu'aller plus mal quand on est vieux, tellement elle est convaincue qu'il est normal de dévaloriser les vieux, sans se rendre compte que quand on dévalorise l'autre parce qu'il est vieux, on se dévalorise, soit en dévalorisant ce qu'il y a de vieux en chacun d'entre nous. Et bien entendu, il y a quelque chose de vieux en chacun d'entre nous, puisque nous vieillissons par un processus qui s'appelle le vieillissement tout au long de notre vie. Alors, cet agisme, il est décrit par les institutions de la République, il est décrit par les institutions européennes et par exemple, le traité d'Amsterdam, très ancien, demande à tous les pays de l'Union de lutter contre tout type de discrimination, y compris l'agisme. Mais la différence entre les autres discriminations et l'agisme, c'est que, autant bien sûr, il faut toujours faire avancer les droits des femmes, des homosexuels, des personnes de religion minoritaire, des Noirs, de bien d'autres, des LGBT, mais les propos racistes, antisémites, sexistes, homophobes, on les repère dans la société. L'agisme imprègne tellement la société qu'on ne repère pas les propos agistes et que les propos agistes, ils paraissent tout à fait légitimes. Et du coup, en dévalorisant les personnes âgées, on dévalorise leur liberté, on dévalorise leur citoyenneté. Et il faut, je ne veux pas être trop long, mais il faut bien comprendre que quand on discrimine une population, le dominant a toujours une tentation, une volonté de réintégrer une partie de la population dominée dans le camp des dominants. Simone Veil explique très bien comment, avec Françoise Giroud, comment dans les années 70, quand on est une femme, si on veut faire de la politique, il faut avoir des comportements d'homme. Tous ceux qui ont vu le film Pédale douce voient bien comment un homosexuel, pour se faire accepter, doit faire croire qu'il est hétérosexuel. Le régime d'Afrique du Sud d'apartheid était même allé plus loin en créant une catégorie qui était les blancs d'honneur, c'est-à-dire c'était les Noirs qui, par leur mérite, pouvaient être considérés comme blancs par le régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Donc, vous voyez qu'il y a toujours cette volonté d'intégrer chez les dominants une partie de la population. Et donc, de même pour les personnes âgées, écoutez les interviews d'Edgar Morin ou de Lynn Renault, à un moment, tout le monde expliquera que Lynn Renault ou Edgar Morin sont jeunes. Alors que je ne vois pas bien comment une dame de 87 ou 88 ans ou un monsieur de 99 ans pourrait être traité de jeune. Et donc, il faut bien prendre conscience que si tous les vieux sont concernés, mais il y a des vieux qui sont encore plus concernés par la question de l'agisme, qui souffrent de cette discrimination encore plus, c'est ceux qui ne sont pas réductibles à la notion de jeunes, ceux qu'on appelle les vieux, ceux qui précisément sont vulnérables, ceux qui sont fragilisés. Et ceux-là, on va les appeler dépendants, pour justement expliquer que s'ils sont dépendants, c'est qu'ils sont dépendants des professionnels qui travaillent pour eux ou dépendants de leur famille. Donc on va nier leur autonomie, on ne va parler à leur égard, on ne va jamais parler d'autonomie si c'est pour parler de leur perte d'autonomie. Or, bien évidemment, dans une perspective non discriminante, l'autonomie d'une vieille dame de 90 ans, même si elle a des fragilités, des handicaps, son autonomie est tout aussi importante que la mienne ou celle de Fabrice Gzil, même si son autonomie et la mienne sont différentes et que l'autonomie de cette vieille dame est différente. Sur la question de l'agisme, j'en reste là. Je vous renvoie à l'excellent rapport de la députée Audrey Dufeu-Schubert qui a été remis à la fin de l'an dernier et qui montre bien la situation à l'égard des plus âgés et des plus fragilisés. Alors, l'agisme, comme toute discrimination, il naît d'une peur, et cette peur, bien évidemment, c'est une double peur au fond, c'est la peur de vieillir et la peur de mourir dont parlait Fabrice tout à l'heure. Alors, dans ce cadre, quelle est la situation de la France?
La situation de la France est celle d'un très grand retard en matière d'aide aux personnes très âgées, c'est-à-dire à ces vieux qui sont encore plus frappés que les autres, mais qui ne sont pas les seuls à être frappés d'agisme, mais qui sont encore plus frappés d'agisme que les autres. Et au fond, il y a deux situations. Soit cette personne âgée vit à son domicile et alors elle est invisible. On l'a bien vu d'ailleurs pendant la crise, on a égrené les morts en établissement, on n'a jamais rien dit des morts à domicile et on va certainement, s'il y a des questions, on y reviendra, on va certainement se rendre compte que les morts à domicile, comme pendant la crise de la canicule en 2003, étaient tout aussi nombreux que le nombre de morts en établissement. Mais les gens qui sont accompagnés à leur domicile, ils sont invisibles. Le domicile est pavé dans la conscience collective de toutes les vertus, mais c'est là où les personnes âgées sont les plus déconsidérées et c'est là où les professionnels sont les plus déconsidérés, les plus mal payés, là où le système est encore le plus sous-financé, là où les personnes sont isolées et là où encore plus qu'ailleurs, l'aide aux personnes est cantonnée au physique. Fabrice évoquait tout à l'heure la nécessité de considérer une personne au-delà de son simple corps. Dans l'aide à domicile, on accompagne le corps, on accompagne le ménage du logement et il n'y a quasiment aucun temps, même si les textes présentent le contraire, il n'y a quasiment aucun temps pour consacrer de l'accompagnement à l'accompagnement de la personne dans sa globalité, je dirais à l'accompagnement de sa tête et de son corps. Deuxième modèle totalement à bout de souffle, c'est celui des EHPAD, dont on a largement parlé, qui est un modèle sécuritaire et dans lequel, depuis la crise, le début de la crise du coronavirus, s'est développée une logique hyper sécuritaire. C'est qu'au fond, la peur qui a saisi tout le monde, y compris le gouvernement, et moi je ne ferai pas de procès, je ne serai pas le procureur de l'État ou du ministère, parce que dans cette situation où le ciel est tombé sur la tête de tout le monde, il y a eu évidemment des raidissements, il y a eu évidemment probablement des excès que nous ne reverrons pas, même si le Covid est plus présent dans les semaines et les mois qui viennent. Mais dans ces logiques sécuritaires, il y a eu un déferlement hyper sécuritaire dans les établissements qui ont conduit à tout ce que les uns et les autres vous avez décrit d'inacceptable. Eh bien, c'est le modèle de l'EHPAD. Quelle est, au fond, la logique de ce modèle EHPAD qui a été créé dans les années 2000 ? C'est un modèle dans lequel il faut prendre en charge les personnes. Là encore, le vocabulaire est extrêmement important. Il faut prendre en charge des personnes qui sont dépendantes. Donc, rien que dans cette phrase, on nie complètement la parole de la personne et on nie complètement l'écoute à apporter à la parole de la personne. Dans les domiciles, les personnes sont invisibles. Dans les EHPAD, elles sont visibles, mais on a tout organisé pour qu'elles ne puissent pas s'exprimer. Et pourquoi l'ADEPA est extrêmement vigilante sur les questions et pourquoi l'ADEPA a demandé cette saisine du Comité consultatif national d'éthique au tout début de la crise, pas parce que nous sommes les meilleurs, d'autres sont bien meilleurs que nous sur d'autres sujets. C'est simplement que depuis les années 90, nous avons développé une démarche qui s'appelle Citoyennage, qui est une démarche de prise de parole des personnes âgées en établissement et à domicile et de personnes âgées vulnérables, de personnes âgées qui ont des handicaps, mais que dans cette démarche, nous considérons comme des citoyens à part entière qui doivent être accompagnés, aidés pour pouvoir faire valoir leur droit à l'autonomie. Notons d'ailleurs sur cette logique sécuritaire que, pour aller vite, on est toujours dans la liberté pour soi et dans la sécurité pour les autres. Un exemple rapide, les skieurs qui font du ski hors piste vous expliquent comment cela est merveilleux d'avoir le cheveu dans le vent, d'avoir cette neige qui n'a été foulée par personne, combien on a, je ne suis pas skieur hors piste, mais combien on a un sentiment de liberté fantastique. Et au même moment, quand on les interroge, beaucoup d'entre eux vous expliquent qu'ils demandent à leur conjoint, mari ou femme,
et à leurs enfants de ne pas faire de ski hors-piste parce que c'est beaucoup trop dangereux. Et ce qui se révèle de façon un peu caricaturale avec le ski hors-piste, pensons que nous sommes tous dans cette situation. Nous sommes beaucoup plus dans la liberté pour nous et la sécurité pour les autres. Eh bien, un modèle EHPAD qui a été essentiellement conçu par les pouvoirs publics à la demande des familles et avec le soutien des professionnels, sans s'appuyer sur la personne des principaux concernés, eh bien, inévitablement, il est un modèle de sécurité. Alors, au fond, on est dans une situation très compliquée. Il a été évoqué tout à l'heure la responsabilité des directeurs d'établissement. On est dans une situation très particulière quand on est directeur ou médecin ou professionnel d'un établissement. C'est-à-dire qu'on sent cette pression de la société pour que surtout, il ne leur arrive rien. Et au fond, le système fonctionne assez bien. Il suffit de rentrer dans beaucoup d'établissements pour se rendre compte qu'il ne leur arrive rien. C'est-à-dire qu'on voit des gens laissés à eux-mêmes parce que, bien entendu, je ne le ferai que le mentionner, mais c'est le deuxième problème majeur, les moyens ne sont pas à la hauteur dans l'aide à domicile comme dans les établissements. Et ça, c'est un élément du retard majeur qu'il faudra combler déjà à court terme. Et puis, dans le cadre de la loi autonomie que nous ont présenté le président de la République et le Premier ministre. Mais, par ailleurs, l'objectif de l'EHPAD, et d'ailleurs même du service à domicile, n'est pas bon. Parce que beaucoup trop centré sur la sécurité et pas assez centré sur la parole de la personne. Je vous rappelle qu'on enferme aussi beaucoup de personnes âgées à domicile, on pourrait y revenir, et pas assez centré sur la personne de la personne qui vit en établissement. Alors, j'ai un peu dépassé les 15 minutes, j'essaie de conclure rapidement. On est au quotidien dans une sécurité excessive pour les personnes à domicile en établissement, et bien entendu, il y a eu ce déchaînement pour les personnes à domicile et en établissement pendant la période de coronavirus. Juste pour conclure, je dirais que mon propos peut être considéré comme un propos d'EHPAD bashing, puisqu'il est très à la mode d'évoquer cette expression. Nous l'assumons à la DEPA, oui, nous pensons qu'il faut bâcher l'EHPAD parce que ce système n'est plus du tout à la hauteur des promesses, des attentes des personnes âgées, des familles et des professionnels. C'est aussi une forme d'État bashing parce que l'organisation de ce système dépend de l'État et ça n'est bien évidemment pas une remise en cause des directeurs, des professionnels, dont on a suffisamment dit pendant la période qu'ils ont été extrêmement engagés et héroïques, et dont on doit rappeler l'engagement qui est le leur tout au long de l'année, compte tenu du manque de professionnels dans les établissements et les services à domicile. Mais défendre les établissements, défendre les professionnels et les directeurs, ça n'est pas défendre un système qui est à bout et qu'il va falloir, et nous espérons que ce sera bien le cas avec la grande loi autonomie, profondément remanier. En un mot, il faut élargir les services que l'on offre aux personnes âgées à domicile, faire beaucoup plus intervenir des professionnels du psy, c'est-à-dire des psychologues, mais aussi des professionnels du tourisme, des professionnels du loisir, des professionnels de l'accompagnement large, et il faut que les établissements puissent se transformer en domicile regroupé, comme c'est le cas dans les résidences services seniors, et l'on verra que les libertés qui pourront être données aux personnes âgées, même en s'appuyant sur une autonomie qui n'est pas tout à fait la nôtre, ces libertés peuvent être considérables. Une dernière remarque sur les questions juridiques. Je vous rappelle qu'on peut enfermer des gens en établissement sans aucune disposition juridique. L'enfermement a une base extrêmement faible en établissement ou à domicile. En un mot, c'est interdit, mais c'est pratiqué largement. Il n'y a qu'un seul type de service en établissement qui sont les unités d'hébergement renforcées pour les personnes très désorientées, où là, on peut enfermer, le ministère demande qu'on enferme les personnes, il demande ça sur la base d'une circulaire. Donc je pense que notre ami avocat qu'on vient d'entendre sera conscient de la fragilité juridique de ce que l'on fait vivre aux personnes âgées. C'est à nouveau une grande preuve d'agisme. J'en resterai là. Merci à vous.
Merci beaucoup, Pascal. Alors, je trouve intéressant que dans cette séquence, on va s'arrêter un moment sur la question du grand âge et notamment des établissements. Je trouve important que tu aies souci de resituer ce qu'on a constaté dans la crise Covid dans le temps long et dans une analyse du modèle de la prise en charge et de l'accompagnement ou du soin tant dans les établissements que à domicile. Merci aussi d'avoir cité cet avis du CCNE, qui s'appuie notamment sur des travaux qu'on a menés à l'espace éthique et qui cite une enquête qu'on avait menée tout début mars et qui montrait déjà effectivement un certain nombre de difficultés dans les établissements, mais aussi à domicile. Et j'ai bien apprécié cette idée d'une forme d'invisibilité du domicile dans le débat public. Nous, on avait aussi constaté que les dilemmes éthiques au domicile sont aussi beaucoup moins visibles que les dilemmes éthiques en institution dont on parle beaucoup plus. Je vous propose, si Vincent, on est d'accord, comme on a 2 interventions sur le sujet du grand âge, Pascal, si on est d'accord aussi, de donner la parole à Eve Guillaume, qui est directrice d'établissement pour personnes âgées et dépendantes et qui mène une réflexion importante aussi sur ces pratiques et sur l'évolution du secteur, et qu'on ait, après l'intervention d'Ève, une série de questions qui pourraient être adressées à vous deux sur cette question spécifique du grand âge. Ça t'ennuie pas, Pascal? Je te vois. Pardon, j'avais coupé mon micro, je dis... Pardon, j'avais coupé mon micro, je dis c'est parfait, tout va bien. Je laisse parler ma collègue. Ok.